Les graffitis, les RCA. Et donc on a commencé à traîner ensemble dans la rue. Tous les soirs, pendant longtemps. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque où tu me vois dans la maxi trade, je rappe même pas encore. Juste je traîne dans la rue. C'est tout. Ton premier vrai rap officiel, enfin ta première apparition discographique comme on appelle ça, c'est 95-200 Autopsie quoi. Ouais. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. D'accord. Top Jean et Coca mettez ça en chihuahua. À Paris mes ennemis, Paris sur ma vie et celle de Stomy. Ouais. Mais pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, pas d'amis, je n'ai pas d'amis. Je ne bouge qu'avec Stomy et les sauces du terminé. Dans la partie, on fait déjà ton autopsie. À l'époque, les autres rappeurs, ils n'étaient pas encore Kaira. Ils n'étaient pas voyous encore. Ah, c'est vrai que c'est les premiers à avoir apporté ce concept de Scarla en fait, la Scarpe. C'est-à-dire que nous, ils nous aimaient pas trop. Parce qu'on était trop voyous. On portait que du Lacoste, de la tête aux pieds. De la tête aux pieds, on était habillés en Lacoste. C'est le ministère amer qui a lancé cette mode du Lacoste en France. Non, mais c'était le seul groupe de rap, parmi les seuls groupes de rap, qui étaient des Kaira, qui n'étaient pas hip-hop. Eux, à l'époque, les groupes que tu as cités avant, ils étaient très hip-hop par rapport aux États-Unis. Ils avaient les grandes coupes en haut, comme ça, ils avaient tous les habits, machin. Et ils ont commencé à mettre des Stan Smith avec leur Ellie Hansen. Ils ont commencé à devenir racailles, eux, que avec Wu-Tang Clan, avec le Dirty Bastard. Avant, ils n'étaient pas racailles. Ils étaient hip-hop, peace and love, ils étaient bien. Ils faisaient des graffitis, des soirées hip-hop, ils dansaient, tout ça. Nous, on était voyous, on était bêtes. Bah c'est ce dont tu parles dans Classement dans la variété quoi. Je me moque du hip-hop, ce n'est pas ma dope. Je suis le type au top qui te critique non-stop. Je me fous de la nation Zoulou. Et c'était lequel dans toute cette bande-là qui a été le premier à ramener ses influences gangsta rap californien, West Coast, etc. C'est Stomy, c'est Passy, c'est un autre. Mais moi, c'est toi? on va dire ça. Bah alors comment t'es tombé dedans? J'écoutais beaucoup Marvin Gaye. D'accord. Donc j'aimais la musique quand il y avait des vrais instruments. Je savais que ce qu'ils faisaient les autres, c'était un peu trop mécanique. C'est à cause de ce que faisaient les autres que j'ai fait ça. Moi, de la musique jouée live. Parce que je sentais que la musique que eux ils jouaient, ils m'ont proposé des instrus les mecs pour poser dessus. Mais c'était fermé, ça respirait pas. Il n'y a pas de jeu, il y a pas de truc. Et quand c'est tout bloqué comme ça, c'est fermé, t'as la musique et dessus t'as le texte. Les deux ne sont pas mélangés. Et donc moi j'avais besoin quand je chantais que la musique elle chante avec moi. Et dans la musique trop programmée, ta voix elle est juste dessus, pour ceux qui connaissent la musique ils vont peut-être comprendre ce que je veux dire, ta voix elle est juste posée sur un bloc de musique. D'accord. Elle n'est pas dedans. Moi j'ai l'ancien. D'accord.
Bon, aujourd'hui, on va parler de hip-hop français un peu. Depuis qu'on a fait les vidéos, on n'en a pas parlé. Pourquoi on n'a pas parlé? On n'a pas fait des sujets sur le hip-hop français, non? Non. Donc, je vais te raconter un peu l'histoire de première consultation de Doc Gynéco. D'accord. Je vais te raconter tout ce qui s'est passé pendant l'enregistrement, raconter aussi ce qui s'est passé un peu avant et un peu après aussi. Je ne vais pas parler de toute sa carrière, même, parce que voilà, c'est 6 ou 7 albums. 5, c'est 5 albums. Bon, je ne vais pas détailler tous les albums là, parce que voilà, c'est surtout première consultation qui est intéressant. Il y a beaucoup de L'histoire est oui, l'histoire est intéressante. Donc, je vais d'abord te parler un peu du début. D'accord. Début de carrière. Donc, au départ, il est originaire d'un quartier dans le banlieue parisienne. Le nom, c'est Port de la Chapelle. Donc, quand il était adolescent, il était très fan de foot. Je crois qu'il a joué en amateur dans des clubs de foot quand il était jeune. Quand il était avant l'adolescence, en fait. Il était très fan de football et un jour, pendant son adolescence, il va rencontrer un apprenti boxeur. D'accord. Donc, lui, cet apprenti boxeur, il n'était pas originaire de Port de la Chapelle comme lui. Il était originaire d'un autre quartier de la banlieue parisienne, c'était Sarcelles. D'accord. Donc, l'apprenti boxeur là, c'est Sony Bugsy. Oui, il faisait des coups de boxe. Ah, c'est pour ça qu'il fait toujours des références de boxe. Oui, c'était un boxeur. Il devait même faire une carrière à un moment. Boxe. Mais après, il a arrêté quand la musique a pris tout ça là. Donc, c'est d'abord Sony Bugsy qui va rencontrer à Port de la Chapelle. Donc, quand ils vont rencontrer Sony Bugsy, ils vont commencer à faire les allers-retours entre Sarcelles, le quartier de Sony Bugsy, et Port de la Chapelle, le quartier de Doc Gynéco. Donc, à Sarcelles, là-bas, ils avaient commencé, on est au début des années 90. Le hip-hop commence en France. C'est les balbutiements un peu du hip-hop en France à cette époque-là. Donc, ceux qui ont la possibilité de voyager aux États-Unis rapportent des cassettes, parce que c'est le début du hip-hop un peu en France. Donc, là-bas à Sarcelles, ils avaient fondé avec des amis de Sony Bugsy un mouvement qui tournait autour de la culture hip-hop. Le mouvement s'appelait Action Musique et Rap. Amer. C'était le slogan Amer, Action Musique et Rap. Donc, il y avait les graffeurs, les danseurs, les rappeurs. Donc c'était tout ce qui tournait autour du mouvement hip-hop. Ça permettait d'éloigner les enfants des problèmes de quartier. Voilà, des problèmes de quartier, donc ça allait s'occuper. Donc c'est là où dans le mouvement Amer, c'est là où il y avait Bassi, il y avait Moda, c'était un rappeur, il y avait Amédée. Tous ces gars qui vont former après le ministère Amer en fait. C'était un collectif au départ. Donc Sony Bugsy, au départ il ne rappe pas, il ne s'intéresse pas vraiment à la culture hip-hop. C'est entraînant avec les Doc Gynéco. Non, je dis Doc Gynéco plutôt ne s'intéressait pas à la culture hip-hop. C'est entraînant avec les Sony Bugsy, les Bassi, les Kenzie, qui va commencer à s'intéresser à tout ce que eux ils font là-bas à Sarcelles. Parce que Sarcelles, il y avait déjà un mouvement là-bas qui s'organisait autour du hip-hop. Donc là on est au début des années 90. Maintenant, le collectif dont je t'ai parlé, la Amer, Action Musique et Rap, ça va se développer autour d'un groupe de rap, le ministère Amer. Là, ce sera Bassi, Sony Bugsy. Il y avait le DJ qui s'appelait Getch, celui qui faisait la musique. Et Kenzie, c'était le manager. Celui qui toi, tu vois, c'est qui Kenzie? C'est lui qui faisait tout ce qui est management, tout ça. Donc, le ministère Amer va commencer à travailler sur leurs propres albums. Sony Bugsy, Doc Gynéco ne fait pas partie du ministère Amer en tant que rappeur. Il est juste un acolyte qui vient, il apparaît souvent dans les clips. Voilà. Les autres membres qui étaient là au départ, donc, il y avait Moda, il y avait un autre, Amédée. Ils vont un peu s'éloigner du hip-hop. Singela était déjà là-bas. Non, Singela c'est pas ministère Amer, Singela c'est secteur A. C'est bien après. Ça, donc secteur A et ministère Amer c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Ministère Amer c'est l'origine. C'était d'abord un mouvement comme je t'ai expliqué Amer là. Et après, secteur A, quand ça va se développer, Kenzie va créer le label secteur A. Bien après. Et le label secteur A c'est là où il y a les Arsenic, Bacardi, Singela. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien après. C'est quand ça va devenir un label. Un label, oui. Pas si Sony Bugsy et Doc Gynéco, ils font pas partie du label. Le secteur A. Non. Ils font partie seulement du crew. Oui, du crew. Ministère Amer. Qui va se et après chacun va partie solo en signant. Mais ils vont rester un collectif. Ça me rappelle un peu un truc aux États-Unis, un truc comme ça un peu. Quoi? Là où il y a un groupe qui a
Les gens sont partis individuellement dans les labels, je ne sais plus lequel, mais ils sont un crew. Donc c'est pour ça qu'ils vont garder le crew secteur A après. Mais les bassistes Tommy Bugsy et Doc Gynéco ne font pas partie du label secteur A, ils n'étaient pas signés sur secteur A. C'est bien après que Kenji va créer secteur A. Lui, il voulait même créer. Bon, on va parler de ça un peu. Je ne vais pas parler du secteur A parce qu'on peut faire une vidéo sur secteur A. C'est assez Dungeon Family, c'est un peu ça. Qui? C'est un peu comme la Dungeon Family. En fait. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça que je sais. Dungeon Family, là où c'est un groupe, mais chacun est parti après dans les labels différents. Parce que je cherchais ou bien Swing Mob. Oui, Swing Mob, c'est ça. Bon, Swing Mob, c'est différent parce que c'est après chacun est parti de leur côté. Ils sont plus restés ensemble. Mais Dungeon Family, ils étaient toujours ensemble. Ils sont toujours même plus ou moins ensemble. Plus ou moins ensemble, mais chacun a fait des labels différents. Donc voilà, donc je te disais, Ministère Amel va commencer à travailler sur leurs albums. D'accord. Maintenant, ils vont sortir un premier album d'abord. Doc Gynéco n'apparaît pas dans le premier album. D'accord. Maintenant, c'est dans le deuxième album qu'il va avoir les premières apparitions. Parce qu'il a maintenant, il va déjà commencer à rapper, il va commencer à écrire des textes. Donc, dans le deuxième album, c'est là où il apparaît pour la première fois dans un album de rap, le deuxième album de Ministère Amel. D'accord. Maintenant, à partir de là, quand. Le premier album de Ministère Amel s'appelle comment? J'ai pas les noms. Je sais que le deuxième c'est 95-200. Comme Beverly Hills. C'était Beverly Hills. Le premier, j'ai pas ça. Pourquoi 95-200? C'était une référence à Beverly Hills. Oui, Beverly Hills de 90, de 210, mais il faisait pas une référence un peu à la quartier. Oui, c'était par rapport au fait que il voulait, même la pochette de l'album. Comment expliquer ça? J'ai pas. Un peu pas la parodie, mais oui, c'est la réalité. Voilà. Nous, on a notre réalité, vous êtes là dans vous regardez la picture, voilà, c'était dans ce genre-là qu'il voulait faire la référence à 95. Parce que ici il fait 95-200, ça veut dire que peut-être il fait référence peut-être à leur truc de quartier peut-être. Oui, c'est ça. Oui, à leur truc de quartier, de Sarcelles, et pour se moquer un peu que vous regardez 90. Parce que Beverly Hills à l'époque c'était la série. Ouais, c'était la série. Et je dis vous rêvez d'un truc qui est loin et au détour de parler de votre quotidien. C'est ça, c'était ça la référence. Donc là, il te disait, il va apparaître sur le deuxième album 95-200. Donc, et maintenant, quand ils vont enregistrer le deuxième album, ce que Doc Gynéco faisait, c'est que le soir, il restait dans les studios de là où Ministère Amel enregistrait son deuxième album pour faire ses propres maquettes à lui. D'accord. Donc, il va rester le producteur de l'époque, son nom c'est Mariano Bleu. D'accord. C'est avec lui qu'il va faire ses maquettes pour essayer de démarcher les maisons de disques. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait les chansons de la musique afro-américaine surtout Motown, Marvin Gaye, Stevie Wonder, et il rappait sur ces chansons-là, de la Motown, de la chanson soul afro-américaine là. Par exemple, le morceau qu'on a entendu écouter, la histoire d'un mec, c'est la chanson qui a permis qu'il puisse signer des maisons de disques. J'ai toujours suivi mes amis dans tous les délires et même les pires. J'ai su en rire et non rien de rien. C'est cette chanson, c'est l'histoire d'un mec. Donc, il travaille avec Mariano Bleu. Mariano Bleu, c'était le producteur de Ministère Amel. C'était lui l'un de ceux qui faisaient la musique de Ministère Amel. Il est décédé même, je crois, dernièrement. Je crois que c'est en 2013. Il est décédé. Donc, à partir de là, quand ils vont constituer un certain nombre de maquettes avec Mariano Bleu, ils vont commencer à démarcher les maisons de disques pour essayer d'obtenir. Parce que avant, c'était pas comme maintenant où tu peux faire ta maquette, tu sors ça sur le net, tu n'as plus besoin vraiment d'une maison de disques pour te faire connaître. Là, tu avais vraiment besoin d'un circuit. Ouais, tu fais d'abord ta maquette. Tu vas démarcher les maisons de disques. Il y a peut-être un gars qui te prend. Oui, donc c'était ça qui faisait. Alors que maintenant, tu balances ce que tu veux sur le net. Tu balances ce que tu veux sur le net, le fou qui prend, qui dit c'est qui ce con là. Tu peux te remarquer. Donc, quand ils vont finir quand ils vont commencer à démarcher, c'est le label Virgin qui va vouloir les signer. Virgin, c'était le label de c'est Richard Branson. C'est un milliardaire. Oui, c'est son label. C'est son label, oui. Donc, c'est Virgin qui va lui faire la meilleure proposition. Il va donc signer avec Virgin. Maintenant, quand il va signer avec Virgin, il va leur imposer un certain nombre de restrictions. Il va leur dire, moi, quand je voudrais faire mon album, je voudrais aller un peu à contre-courant de ce que le hip-hop français est en ce moment. Les autres, c'était un peu trop mécanique,
c'est à cause de ce que faisaient les autres que j'ai fait ça. Moi, de la musique jouer live. Parce que je sentais que la musique que eux ils jouaient, ils m'ont proposé des instrus les mecs pour poser dessus. Mais c'était fermé, ça respirait pas. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de truc. Et quand c'est tout bloqué comme ça, c'est fermé, t'as la musique et dessus t'as le texte. Les deux sont pas mélangés. Et donc moi j'avais besoin quand je chantais que la musique elle chante avec moi. Et dans la musique trop programmée, ta voix elle est juste dessus, pour ceux qui connaissent la musique ils vont peut-être comprendre ce que je veux dire, ta voix elle est juste posée sur un bloc de musique. D'accord. Elle n'est pas dedans. Parce qu'à l'époque, le hip-hop français c'était surtout le son de New York qui les avait traumatisés. With not much to go home with, my skin is thick, cause I'll be up in the mix of action. If I'm not at home, puffin' live, relaxing. New York got a vers n'importe quelle attitude, sous n'importe quel degré. Le monde est vache, pour certains trop petits, séparés en deux caches. Ceux qui répandent l'amour et ceux qui dépendent de la... C'est uniquement le son de New York. Nas, et surtout Queensbridge. Oui, Queensbridge de Mobb Deep. Mobb Deep, Nas, Capone et North. Me and Bone like the military, we train niggas, and the hoes don't fuck, they just brain niggas. CNN, focus on us, we call. Les gars, c'était surtout ce son-là, exclusivement. J'avais l'impression que tous les groupes, même comment il s'appelle le Time Bomb. Oui, Time Bomb, c'est le son de Queensbridge. C'est Mobb Deep, c'est Mobb Deep. C'est pour ça que même quand tu suis après, par extension un peu, quand tu suis même Mauvais Oeil. C'est Mobb Deep, tu vois. Mauvais Oeil de Booba, c'est Time Bomb. Booba vient de Time Bomb. Time Bomb, tous les gars de collectif de Time Bomb là, tu dis, mec, il y a les New Yorkais là, vous avez fait quoi? C'est ça. Donc, à l'époque, il va leur dire que moi je vais être un peu à contre au courant de ça. Et il va leur imposer d'avoir des musiciens. Il va leur dire, moi je veux travailler mon album avec des musiciens pour qu'ils fassent des. Ils travaillent la musique de façon. Vraiment. Organique, quoi. Que ce soit de la musique, pas sur boîte à rythme, sample. Il n'y a presque pas de sample dans cet album-là. Donc, il voit la maison du disque va dire ok, bon, tu sais qu'à cette époque-là aussi, voilà. Le marché du disque, l'industrie du disque, le marché c'est florissant. Donc, les maisons du disque ont des fonds importants. Ce qui fait que quand un artiste veut enregistrer son album, il a la possibilité d'avoir un budget assez conséquent. C'est pas comme maintenant là où tout est restreint. Non, les maisons du disque avaient beaucoup d'argent à cette époque-là. On t'envoyait partout, on t'a loué un budget important pour la réalisation de tes albums à l'époque là. Parce que l'argent coulait de partout dans la musique à cette époque. Après que quand il y a les télécharges. Oui, quand Internet est venu, que ça a cassé l'industrie du disque. Donc, Virgin va lui dire, va l'envoyer alors aux États-Unis, à Los Angeles. On va lui dire, bon, tu vas pouvoir enregistrer ton album à Los Angeles et on va t'assigner des musiciens qui t'assistent pour la réalisation de ton album. Donc maintenant mais par contre, on va lui imposer un ingénieur son qui est résident là-bas à Los Angeles. Son nom c'est Ken Kesey. Ken Kesey, c'est un ingénieur son et producteur américain. Il a travaillé, surtout en Californie, il a travaillé avec beaucoup de groupes, surtout R&B. Il a travaillé avec Envo, il a travaillé avec Tony, avec qui de Bronstone. C'est pour ça que quand tu des similarités entre l'album de Bronstone. Oui, c'était un ingénieur son assez connu là-bas, surtout à Los Angeles. Donc on va lui assigner, c'est Ken Kesey. Ce sera plus Mariano Bob. Mariano Bob ne sera plus concerné par la réalisation de l'album. Il a juste fait les maquettes avec lui. Mais après, quand il a signé à Virgin, on lui a dit on t'envoie un gars plus haut. Voilà. Donc, il va travailler avec Ken Kesey qui sera le producteur exécutif de l'album. Maintenant, je peux te parler de quoi? Oui, voilà. Quand ils vont commencer à travailler l'album, ce qu'ils vont faire, c'est que pour l'enregistrement des morceaux, Doc Gineco chante, interprète ses chansons a cappella et les musiciens le suivent. C'est pas comme s'ils font d'abord la musique et Doc Gineco écrit dessus. Non, ils ont plutôt fait le contraire. Doc Gineco écrit sa musique et après il interprète a cappella et les musiciens le suivent. C'est pour ça que malgré le fait qu'il ait une interprétation qui est un peu off-beat, c'est ça que je l'aime, c'est off-beat, mais je sais pas comment traduire ça en dehors des temps. En dehors des temps, ouais. Ça ne paraît pas. Ça suit en fait. Oui, ça suit. C'est parce que les musiciens le suivent en fait. C'est pas le contraire. C'est pas lui qui s'adapte aux musiciens, c'est les musiciens qui s'adaptent à lui. Donc il a essayé d'avoir il a pris une approche un peu entre mi-chant
et Mira. Oui. Listen to your heart, hear what it's saying. Stop. Look. Listen to your heart, hear what. Voilà, donc c'était un flow, tu n'avais pas vraiment une cadence linéaire. C'est comme s'il chante, quoi. Oui, il chante, c'est comme s'il chante. C'est comme si on ne peut pas vraiment définir s'il chante ou il rappe en fait. Bien réalisé. Donc c'était ça en fait, les musiciens suivaient sa cadence à lui. Donc maintenant pour les collaborateurs, il va collaborer avec, il va pas beaucoup collaborer avec les gars de Ministère Amen. Normalement Stomy Bugsy devait participer à l'album, mais il a enregistré aussi son album solo. Parce qu'après Ministère Amen, on peut un peu parler de ça. Après Ministère Amen, chaque membre va avoir des contrats avec des majors en solo. Stomy Bugsy va signer à Columbia, Sony Columbia. Et Passy va signer à V2. V2 c'est le label, c'était un sous-label de Richard Branson. Non, c'est Richard Branson qui avait tout ce label là. C'était une division c'était en dessous de Virgin. Voilà, c'était un sous-label de Virgin, V2. Donc Passy va collaborer au moins dans cet album là, mais Stomy Bugsy ne sera pas présent parce qu'il a enregistré son propre album de son côté en fait. Donc maintenant pour les collaborateurs, je pense que c'est tout. Hein. Il y avait les musiciens qui étaient basés à Los Angeles. Il y avait aussi une chanteuse, Nancy Fletcher. Je sais pas si tu as lu mon article sur les gars de Death Row, la chanteuse des filles de Death Row. Elle était une des filles de Death Row. C'était une des filles qui faisait les vocalistes à Death Row. Voilà. C'est elle qui fait les chœurs dans beaucoup de chansons de première consultation. Donc, en gros, c'était ça les collaborateurs. Mais Viens voir le docteur, c'était quoi? C'est pas les gars de Natif. J'avais l'impression que c'était les filles de Natif. Non, c'était pas elles. C'était des chanteuses que j'ai rencontrées sûrement là-bas ou en France. Non, c'est pas des gars, c'est pas des filles connues. Par contre, Né ici. Oui, non, c'est Né ici. Oui, Né ici, je crois. Né ici, c'est Nancy Fletcher qui fait le. Non, Nirvana plutôt pas là. Nirvana, tu vois l'intro. L'intro de Nirvana où on entend une voix féminine. Oui, c'est. Comment elle s'appelle là? C'est Nancy Fletcher. C'est pas l'autre plutôt. Asia. Ouais. Non, Asia c'est plutôt ma salope à moi. Ma salope à moi. Parce qu'elle a la même voix que. Non, c'est Nancy Fletcher qui fait l'intro funèbre de Nirvana. Ouais. Donc maintenant je vais te parler, quand ils ont fini d'enregistrer l'album alors, maintenant ils sont repartis en France pour entamer la promotion. Maintenant les débuts de la promotion de l'album ne vont pas bien se passer. Ils vont envoyer d'abord Viens voir le docteur dans les radios comme premier single. Mais comme je t'ai expliqué tout à l'heure, la communauté hip-hop de l'époque considérait que si tu ne fais pas New York, tu fais du commercial. On s'est jamais laissé emporter comme les gens qui suivaient New York. Si tu regardes l'évolution des rappeurs français, tu vas aller voir qu'à chaque époque, ils ont un style différent. Un coup, ils ressemblent à IPMD, un coup, ils ressemblent à Wu-Tang Clan, un coup, ils ressemblent... Ils suivent un peu, mais tout le style vestimentaire, et tout New York suit, et le monde entier suit. Mais nous, moi j'ai toujours regardé mes Stan Smith et mon Lacoste. Ils nous critiquaient parce qu'on utilisait des vrais musiciens. Je dis mais attends, tu peux pas nous critiquer là-dessus. Eux ils étaient tellement extrémistes, sectaires dans le hip-hop, qu'ils voulaient absolument les platines, le DJ et tout. C'est quoi ce groupe? Moi j'écoutais Guns N' Roses, tu rigoles ou quoi? Eux ils étaient super en retard. J'écoutais Red Hot Chili Peppers. Dans la communauté hip-hop disait toi tu es en train de vouloir gâter le truc. Tu es en train de vouloir faire du commercial avec ton Viens voir le docteur à la sonorité un peu G-funk, un peu. Donc on disait que toi la communauté hip-hop ne l'acceptait pas en fait. Et de l'autre côté aussi, la communauté,
on appelle ça la communauté TF1. Ouais. Dans le public généraliste, C'est quoi c'est trop sexualisé. Mais votre album est quand même assez porté sur le sexe. Hein? Non, parce qu'à chaque fois que je fais un truc, n'importe quoi, j'ai envie que les filles apprécient. Et c'est pour ça. T'as l'impression que c'est chaud et tout, mais non, tu sais, il n'y a pas que du sexe. T'as écouté? Oui, j'ai écouté. T'as vu? Ah bah il y en a quand même. Non mais il y a au moins un truc de sexe dans chaque single quand même. Ouais, bah oui. Bah ouais. T'as repéré les singles. Ah ouais, j'ai vu sur cassette. Hein. Ok, bah en tout cas, hier, on va parler d'un... Et c'est trop vulgaire. Donc, Bienvenue le docteur ne va pas d'abord bien, ça va pas bien prendre. Ça va quand même avoir un succès, parce que c'est comme ça qu'on a connu le Gynéco à l'époque là. Ça passait régulièrement dans les chaînes, mais ça n'a pas pris comme un fou. Donc après, il y aura aussi d'autres problèmes avec d'autres chansons dans ma rue. La chanson dans ma rue. Il y a une ligne qui dit dans ma rue, les youpins se tiennent la main. À 8-6, dans ma rue, les lascars se serrent la main. Ce n'est pas comme dans le showbiz où les mecs se font la bise. Dans ma rue, les Chinois s'entraident et se tiennent par la main. Les youpins s'éclatent et font des magasins. Les youpins, en fait, c'est les juifs. C'est un thème Et là, le gars de Wall Street, un peu dans le film, un peu Wall Street de Oliver Stone, les youpins, un peu c'est le personnage un peu quand tu vois Gordon Gekko, c'est un peu ça, non? En tout cas, les youpins, c'est un terme de, je voulais dire, en anglais on dit dérogatory. Oui, c'est un terme comment on dit méprisant pour les juifs. Oui, voilà. parce que on les voit un peu comme un peu les mecs de Wall Street qui tiennent tout et qui sont un peu. Voilà. Donc quand la LICRA va vouloir porter plainte à cause de cette je sais pas. Donc la LICRA va aussi se mêler de ça, donc il y aura des censures. Et encore le titre aussi Nirvana. Comme ça parlait d'un thème, ça parlait du suicide. Non, du suicide. C'est le suicide. C'est pour ça qu'ils font même un jeu de mots Nirvana par rapport à Kurt Cobain. Ah, d'accord. Ça parle du suicide. La chanson, ça parle du suicide, carrément du suicide. Donc, et maintenant, ça va aussi avoir certaines chaînes de télé, par exemple M6. Ils ne vont pas vouloir diffuser le clip de Nirvana. Parce que la thématique, il parle de Ayrton Senna. Il parle d'Éric Gauvois, c'est un ministre français qui s'était suicidé. Il parle de. Comment ça s'appelle le clown là, Zapata. C'est un clown célèbre qui s'était aussi. Il parle de plein de personnages célèbres qui se sont suicidés. La thématique était sombre. Donc, comme ça parlait de suicide un peu, les chaînes de télé ne voulaient pas, certaines télé ne voulaient pas diffuser. Donc, quand ils vont sortir, première consultation. Au départ, les ventes seront relativement faibles. Au départ. Maintenant, Virgin commençait déjà à regretter qu'on a loué un budget important, on a accédé à toutes tes requêtes. Maintenant, on regarde l'album, ça a du mal à prendre. Donc, ce que Doc Gynéco va faire, il va repartir voir Kenzie de ministère Amer. Maintenant, Kenzie va le manager. Kenzie deviendra son manager. Maintenant, quand Kenzie deviendra son manager, ils vont réfléchir de nouvelles stratégies. Ce qu'ils vont faire, c'est que le single qui va suivre Viens voir le docteur et Nirvana, ce sera Né ici. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. Né ici, c'est un titre un peu plus communautaire, voilà. C'est plus joyeux, communautaire, ça parle des îles. C'est un contraste, il parle d'un contraste entre la vie dans les îles et la vie en métropole. Dans sa description de la métropole, dans la France, tout est sombre, tout est noir. Et dans la description, plutôt qu'il fait de la Guadeloupe, tout est ensoleillé, c'est Francky Vincent, c'est le sou, tout ça là-dedans. C'est un titre assez communautaire, ce qui fait que quand ça va sortir, beaucoup de personnes vont adhérer à la chanson. Et ce qu'il va aussi faire, c'est que, comme à ce moment-là, le milieu hip-hop français le rejetait un peu du fait que son album était différent de tout ce qui était sorti à l'époque là. Donc ils vont vouloir alors adopter la posture de dire on va assumer complètement le côté décalé par rapport aux autres en fait. Ce qui fait que par exemple le français lambda, quand il va voir Doc Gynéco, assumer ce fait que lui il aime la chanson française, il aime c'est pas le rappeur typique de la banlieue qui écoute seulement le hip-hop, le rock, tout ça là-dedans. Ils vont vouloir assumer ce côté différent.
Ce qui fait que quand il va même aller dans les médias, tout ça là, le public français va se dire ah, celui-là n'est pas comme il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres en fait. Donc lui, on va dire il a un peu les codes, il répond aussi un peu aux codes de la tradition française un peu. Avec les références, il y a les Rita Mitsuko, tous ces références, Catherine Granger, voilà. Donc ce qui fait que quand ils vont assumer complètement ce côté décalé là, une bonne partie du public va adhérer à ça. Donc le combo entre le single né ici qui va sortir et tout ce personnage qui vont voir le personnage d'Doc Gynéco, c'est ça qui va faire que les ventes vont exploser. Donc c'est quand Kenzie va devenir son manager que la première consultation va venir. Oui, c'est clairement c'est un mastermind. Même quand je vois même un peu le gars qui gère la carrière de qui? Il y a un mec là. C'est un rappeur, je ne parle pas le gars de Watibé là. Parce qu'il a inspiré tous les gars qui sont venus après. Kenzie là. Oui, il a inspiré tous les mecs qui sont venus après. Il y a un mec actuellement là, j'ai oublié son nom et autres. Il y a un rappeur camerounais. Un rappeur camerounais. Il y a un rappeur camerounais qui a travaillé avec Manu Dibango là dernièrement là, qui a travaillé avec Manu Dibango. D'origine camerounaise, c'est Alex Dime qui m'en parlait l'autre jour. Et son manager disait qu'il est fan de Kenzie. Que c'est Kenzie. Kenzie est camerounais, hein. J'ai oublié de dire Kenzie, c'est un camerounais. Kenzie, c'est un camerounais. Le gars là disait que c'est Kenzie qui nous a appris tout. Kenzie, c'est un camerounais, il est camerounais. C'est lui qui a tout le business de hip-hop, comment il est structuré. C'est Kenzie là. Lui, je vais te parler un peu de Kenzie pour faire une petite parenthèse. Lui, il avait une vision large de ce qu'il pouvait faire avec l'empire qu'il a commencé à créer avec Secteur. Comme ça devient de plus en plus dur à avoir des groupes qui sortent complètement du contexte, trop de personnes se mangent dessus et parlent sur les autres et il y a beaucoup de rivalité. Voilà quoi. Mais bientôt, plus tard, quand les premiers rappeurs, ceux qui ont sorti leur album maintenant, nous compris, on aura fait assez d'argent pour produire d'autres groupes, là ça commencera à être intéressant. Parce que là, ça sera carrément des petites structures de production parallèles à ce qui existe déjà. Et ça sera fort. Si ta grand-mère, t'es le cerbère qu'ils ont dressé pour me faire taire. Que si quelqu'un sort un produit en espérant que ça passera seulement sur Upline, ah non, le mec quand il fait un produit, il sort un disque, c'est pour que ça passe partout. Bon maintenant si le ministère se retrouve dans OK, dans Podium ou dans des trucs comme ça, nous on fait des trucs pour que tout le monde soit au courant de ce qu'on fait. Maintenant si ça passe dans OK, Télé 7 jours et dans Upline, bah ça va. Moi je suis pas le mec qui va dire ah on passe dans Podium donc c'est un groupe bidon. Ah non, si un mec il arrive à te dire nique ta mère dans Podium, bah qu'est-ce que je te dise? C'est fort, moi c'est ça la force du rap. Il voulait faire des chaînes de télévision, il avait plein de projets. Par exemple, oui, c'est ça, il avait des chaînes de télévision, de radio. Tu vois pas comment ça a commencé déjà. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans les années 90, fin des années 90, le hip-hop français était divisé en deux. Tu avais d'un côté l'écurie de IAM de Marseille, tout ce qui venait de IAM, donc Funky Family, Troisième, tout ce qui était Bond, Faf la Rage, donc il y avait tout ce qui venait de Marseille. Et de l'autre côté, c'était tout ce qui venait de secteur à Paris. Paris, c'était Arsenic, Nick Marron, Bagadi, donc tout, c'était divisé en deux. Ce qui fait que les autres régions étaient ostracisées. Tu ne connaissais que Paris et Marseille. Par exemple, le KDD, le groupe de Dadou, eux, ils venaient de Toulouse. Ah oui. Donc ce qui fait que quand ils ont débarqué, on les a pas calculés. Pourtant, ils avaient un son assez particulier, surtout à partir du deuxième album. On pourra faire une KDD une prochaine fois. Je vais te parler d'eux. Donc, ce qui fait, c'était un peu comme le sud aux États-Unis. Quand tu venais d'ailleurs, déjà, par exemple, KDD, ils ont venu avec l'accent toulousain, on disait c'est quel accent? Ça, c'est pas l'accent marseillais, c'est pas l'accent parisien. Donc, ce qui fait que ça a du mal à prendre en fait. Donc, Kenzie, lui, il avait une vision très large. Ce qui a fait que l'empire s'est écroulé. C'est quand il y a eu un problème avec Doc Gynéco. Bien après. En fait, il y a eu, je crois que c'est 99 ou en 2000, on a agressé Doc Gynéco dans son domicile. C'était quelqu'un venu lui réclamer de l'argent. On l'a agressé. Et les gens ont commencé à dire que c'est Kenzie qui a orchestré cette agression-là. Enfin, à cette époque-là, il ne travaillait plus avec Kenzie. Kenzie n'était plus son manager. Donc les gens ont commencé à se dire que c'est lui qui a orchestré tout ce truc-là, pour lui estorquer de l'argent. Donc maintenant, ce qui fait que quand on a commencé à coller l'image de gangster à Kenzie,
les gens avec qui ils commençaient déjà à négocier des contrats. Par exemple, il y avait secteur à télévision là. Les personnes avaient dit qu'ils négociaient le contrat. Ils ont arrêté leur négociation. C'est ça qui fait qu'au fur et à mesure, ça a commencé à diminuer. Après, ça s'est écoulé. Ils ont déposé le bilan, je crois, en 2005. Alors qu'il avait plein de projets pour le secteur A, en fait. Donc là, on est en train de perdu. Là, on parle de PNC. Là, je parlais de pour l'anecdote, c'est un peu au début, j'ai l'impression que c'était pas les gens aussi qui voulaient pas le voir aussi. Oui, à ce niveau-là, oui. À ce niveau-là où tu vois un noir en France et qui commence à vouloir prendre dessus. Tu imagines un peu des mecs comme Pascal Nègre qui voient ça. Parce que c'est le président de l'Université. Qui voient ça, il dit, mais le noir là, il se prend pour qui, tu vois. Donc moi, je pense que c'est ça, on te met les bâtons dans les roues quand tu vois des visions. Ça, et après, on te lance. Parce que les mecs, c'est eux qui lancent les rumeurs comme ça. On vous divise entre vous et on te dit, ok, comme ça, vous ne dérangez pas le budget. Donc, c'est ça en fait. Et plus tard, on va se rendre compte que Kenzie n'était pas impliqué dans cette agression-là. C'était en fait le manager de Asia. Asia la chanteuse. Parce que Asia à l'époque, tu sais, elle a débarqué. Tu veux que je te parle un peu de Asia? Non, on va se perdre. Toujours, c'est toujours important. Parce que ça permet de voir les liens. Les liens. Ok. Donc en fait, Asia, elle était plutôt originaire de Créteil. C'est aussi une banlieue parisienne. D'accord. Maintenant, elle va commencer à traîner avec les membres du ministère amer au milieu des années 90. D'accord. C'est elle qui fait les chœurs de plein de chansons de ministère amer, dans les albums solo de Passy, Tommy Bugsy, même dans Doc Gynéco. Elle fait plein de chœurs dans cet album-là. Donc quand elle va... Affaire de famille, c'est elle. Affaire de famille, c'est elle qui fait le refrain. Donc c'était un peu comme la première dame du secteur A en fait. Quand il y avait un refrain féminin à faire, c'est elle qu'on appelait. Donc maintenant, quand elle va finir de faire cette partie où elle faisait les chœurs dans les albums, elle va vouloir entamer une carrière solo. Et Doc Gynéco voudra la produire. Parce qu'à l'époque, on va se perdre, hein. Je vais encore te parler d'autres choses. Parce qu'après le succès de Première Consultation, Doc Gynéco voudra sortir une sorte de compilation. Oui, les gens dangereux. L'album qui va suivre, ce sera une compilation. De là où ils sortent tous les gars du secteur A. Non, c'était d'autres personnes, c'est pas les gars du secteur A. C'est même pas les gars du secteur A. Non, il y a MC Jean Gabin, il y avait Asia, il y avait Pete Bacardi avant qu'il ne signe dans le secteur A en fait. C'était avant ça. Il y avait même Jean Gabin, c'est parce que Jean Gabin disait toujours je dois ma. C'est Doc Gynéco qui m'a dit. Il a commencé sur les gens dangereuses en fait. Donc maintenant, ce que la maison du disque lui dit, comme il n'était pas partant pour que Doc Gynéco fasse une compilation, il voulait qu'il sorte un album. J'avais juste une première consultation. C'est son album en fait. Voilà. Donc ce que la maison du disque lui dit, bon, comme on a peur de ce que l'album va générer, ce qu'on va faire, c'est que tu vas créer un label en dessous de nous, comme ça on partagera. Si l'album ne marche pas, les pertes seront partagées. Voilà. Donc il va créer le label, ça s'appellera Doc Communication. D'accord. Et c'est dans ce label-là qu'il voudra produire Asia. Maintenant, il y aura des soucis avec les contrats, donc après, ça ne va pas se faire. Maintenant, quand il va rendre le contrat à Asia, le manager de Asia, ne sera pas d'accord avec certains thèmes, donc il vous réclamera de l'argent à Doc Gynéco. C'est lui qui va organiser l'agression que Doc Gynéco va subir. On saura ça bien plusieurs années après. Quand le truc se sera dit à calmer, on saura plus tard que ça. En fait, c'était le manager de Asia qui avait orchestré tout ça. C'était pas Kenzie. Kenzie n'avait rien à voir avec cette histoire-là. Donc voilà. On n'a pas arrêté le manager d'Asia. Bon, je sais pas ce qui s'est passé après. Bon, comme c'est les histoires de banlieue. Il règle ça là-bas. Donc voilà, c'était en fait ça. Donc, première consultation, quand les succès vont se débuter, il y aura quoi? Il y aura Né ici, il y aura Nirvana, il y aura Viens voir le docteur. Dans les singles, ce sera succès. Donc Doc Gynéco va devenir bon, pas icône, mais ce sera un personnage important de l'époque. Mais à l'époque, tu n'es pas déjà une icône. C'est après que tu deviens une icône. Mais je veux dire que le personnage de Doc Gynéco, oui, c'était un personnage important. Tu voyais tous ces mecs en truc et tu vois le mec qui assume un peu son côté un peu zoukla, un peu Francky Versa, et jouant un peu de son personnage, un peu il a tiré. Oui, il a tiré, bien sûr. Ils ont tiré sur le personnage. C'était pas vraiment, tu vois, il a tiré sur le personnage. C'était pas vraiment un truc, mais c'était volontaire. Tu sais que je t'ai expliqué tout à l'heure là, qu'on va assumer ce côté décalé là. On va complètement l'assumer pour que ça puisse toucher beaucoup de personnes. Donc quand ça va sortir, au départ ça n'a pas bien pris, mais après quand les singles vont sortir, ce sera l'explosion. Donc maintenant, ce qu'il va faire, c'est
comme aussi en même temps, Passy et Stomy Bugsy auront aussi leur succès en solo. Donc ils vont se regrouper et c'est là où ils vont former c'est là où le non-secteur A, le collectif, va tout, à la fin des années 90, hip-hop français, c'est eux qui dominent. En fait. Ça va se concrétiser par l'organisation d'un concert. Ce sera ce sera l'Olympia, ce sera les 20 ans de... Non, pas 20 ans, qu'est-ce que je veux dire? L'abolition de l'esclavage, c'est pas 100 ans. En tout cas, c'était la commémoration de 50 ans de l'abolition, ou 100 ans, je ne sais pas, de l'abolition de l'esclavage, là où tout le secteur A sera là, il y aura Nègre Marron, il y aura... Là, le secteur A, en tant que label, existait déjà. Donc là, on est en 98, je crois. Donc c'est là, ce sera un peu la consécration de tout ce que Kenzie a vu dès le départ, depuis Ministère Ahmed, dont je t'ai parlé au départ, l'Action Musique Rap, qu'ils avaient fondé au début des années 90. C'était un peu comme une consécration. Il a dit, voilà ma vision qui se concrétisait. Oui, voilà, c'était ça, sa vision qui se concrétisait. Tu vois, des jeunes de banlieue qui étaient qu'on ne marginalise. Oui, qu'on marginalise. Non, des jeunes de banlieue qu'on a marginalisé au départ. Qui sont maintenant adoubés. Oui, qui ont créé leur propre empire. Et ils sont en train de le truc. Oui. Oh non, le mec. C'était ça en fait, ça. Il était dangereux. Donc, et après ça, comme je t'ai expliqué, bon, la Virgin voudra, comment on l'appelle, qu'il fasse première consultation voilà. Donc, lui au départ, c'est pas ça qu'il voulait. Il a voulu d'abord faire une compilation pour faire connaître d'autres artistes et tout là. Donc, et après ça, bon, je ne veux pas te parler du secteur parce que je vais te parler on va faire d'autres vidéos sur Passy, individuellement en fait. Mais je peux te donner une petite anecdote pour te parler de la mentalité différente des trois. Je vais te parler de Stomy Bugsy, Passy et Doc Gynéco. En fait, Passy raconte que pour que les gens comprennent un peu leur différence de mentalité, il dit que si un jour, il fait une analogie, si un jour on leur donne un magazine érotique, on leur dit allez vous masturber aux toilettes, il dit leur réaction, oui, leur mode opératoire sera totalement différent. Passy, lui, il va faire ça, ce sera ni vu ni connu. Là-bas dans les toilettes. Attends, non, je vais t'expliquer, je vais arriver. Il va faire ça, ce sera ni vu ni connu. Il va tout mettre dans les toilettes, il va déposer le journal. Quand il va sortir, on ne saura même pas que quelqu'un est passé là. Stomy Bugsy, lui, c'est qu'il va ouvrir le journal, mettre les trucs sur les pages du journal pour que ça colle. Donc, pour que le prochain qui vienne, quand il va vouloir ouvrir le journal, il va voir que les pages sont collées. Maintenant, Doc Gynéco, lui, il va foutre ça partout dans les salles de bain. Le journal sera ouvert partout. Il ne va même pas tirer la chasse. On va savoir que mais c'est qui a mis les toilettes sans dessous comme ça. Là. Donc il dit que c'est une analogie pour un peu décrire la mentalité de chacun d'entre eux. Parce que c'était un peu plus la caution réfléchie, consciente. Il sait où il va aller. C'est même pour ça qu'après, en tant que producteur, il a eu beaucoup de succès. Il a fait les dealers, il a son label, c'était quoi encore là? J'ai oublié le nom de son label. Comment j'ai oublié le nom de son label? En tout cas, c'est lui qui a fait les compilations dealer de Zou, dealer de. En tant que producteur, Biso. Donc en tant que producteur, c'est lui qui a eu le plus de succès. Et Stomy Bugsy, lui, c'est. Comment te dire ça? Écorché vif. C'est pour ça qu'il a été acteur. Oui, c'est pour ça qu'il a été acteur, c'est pour ça qu'il a fait tout ce genre de choses. En plus, comme il est boxeur, c'est un peu l'écorché vif, un peu là, j'ai fait un peu de désordre, mais un désordre un peu dirigé quand même. Quelque chose de créatif. Oui, de créatif. Donc quand il dit qu'il met ça entre les pages du truc, c'est quand même pour emmerder les gens en fait. C'est pas pour lui faire ça pour rien en fait. C'est une folie un peu dirigée. Et donc Gynéco, lui, c'est je vais autiste, je fais ce que j'ai à faire et je pars. Voilà. Donc c'était un peu cette analogie-là pour te parler de la différence entre chacun des membres en fait. On fera une autre vidéo où on va parler du secteur. Je vais bien te parler de Kenzie, je vais te décrire tout ce que Kenzie a fait. Kenzie, le personnage est intéressant. Je vais te faire une autre vidéo sur le personnage est super intéressant. Donc voilà, en gros c'est ça, en gros c'est tout. Donc c'est bon. Ouais, c'est bon. Kenzie là, c'est trop. J'ai oublié le nom du gars. De qui? Est-ce que c'est parti? Non, c'est pas parti. J'ai oublié le nom de qui? Le nom du gars. Producteur camerounais dont tu parlais là. Enlève, pousse encore. Non, je t'assure, pousse plusieurs fois, tu vas voir ça. Je sais pas de quel producteur tu parlais. Ça m'étonne que je connaisse pas. Je sais pas, c'est Alex Jimmy qui m'en parlait l'autre jour là.
Il m'en parlait haute et tout. Après, j'ai dit, ah, il suit le même modèle que le gars, le manager de Mister Amer en fait. J'ai su que c'est un Camerounais. C'est pas un Camerounais. Il a un manager, un artiste camerounais qui a. C'est le rap français, je suis pas trop au courant. Un manager qui a travaillé avec Manu Dibango. Dernièrement. Je parle pas du gars qui a fait la chanson bizarrement.